Les maîtres du temps. Bonsoir à tous, bienvenue sur les Maîtres du Temps. Il est vendredi soir, il est donc 21h04. Donc bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à toutes les auditrices. Ce soir, émission un peu spéciale. Nous vous avions annoncé que tous les vendredis soirs, nous allions inviter, on va dire, un passionné météo ou un prévisionniste. Qui détient un site, notamment un site internet. Donc ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Alexandre Slowick avec nous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Donc bonsoir Jessie aussi qui est avec nous. Oui, bonsoir. Et bonsoir au Chat Noir, bonsoir Alex. Salut Fabien, bonsoir à tous et toutes. Voilà, donc émission un peu spéciale ce soir comme je viens de le dire. Et donc on est vraiment ravis, je dirais, d'accueillir Alexandre, qui est donc le prévisionniste webmaster et fondateur du site Météo Express que vous connaissez peut-être, qui a été créé il y a déjà pas mal de temps, on peut le dire. Donc justement, quand est-ce qu'il a été créé le site Météo Express? Alors le site a été créé à l'été 2008, donc il y a quasiment 7 ans et demi. D'accord. Et tu avais 13 ans, c'est ça, non? J'avais 13 ans, oui. Oui, donc c'était quand même assez jeune. voilà, donc vous voyez qu'on peut commencer très très tôt aussi, C'est vrai. J'ai commencé vraiment très tôt. Ouais. Pas d'âge limite. Non, surtout pas. Non. Et donc, comme il y a eu plusieurs déclinaisons du site, je pense que vous avez fait évoluer au niveau graphiquement et sur pas mal de choses. Oui, c'est vrai, on a commencé avec quelque chose de très basique. Il est vrai que quand j'ai lancé le site en 2008, c'était vraiment quelque chose de très personnel, presque limite un blog personnel, donc avec pas vraiment d'ambition. Et puis, petit à petit, en voyant que ça marchait plutôt bien, évidemment, on s'est entre guillemets professionnalisé avec des contenus, des visuels beaucoup plus élaborés, beaucoup plus professionnels. Et effectivement, on en est à la 7e version du site, donc il y a eu quasiment une évolution par an depuis le début. Ah oui, c'est quand même une évolution par an, d'accord. Et donc vous officiez à combien sur le site actuellement? Donc on est 4 dans l'équipe. D'accord. Dedans. Donc des personnes qui viennent de tous horizons, puisque moi je suis du Nord, on a Clément qui est d'Auxerre dans l'Yonne, on a Julien qui habite au Canet dans les Alpes-Maritimes, et puis Léo à La Roche-sur-Yon en Vendée. Donc on est vraiment dispatchés un peu aux 4 coins du pays. Oui, par exemple, est-ce que chacun a des spécialités ou comment vous répartissez un petit peu la charge de travail? Disons qu'en ce qui me concerne et en ce qui concerne Clément, on fait un petit peu tout ce qui est prévision et aussi tout ce qui est alerte. D'accord. Donc, ça va consister à publier tout ce qui est carte de risque, carte de vigilance, et puis évidemment la prévision dans leur ensemble. Et puis pour ce qui est de Julien et de Léo, ce sont surtout des prévisionnistes, donc ils vont réaliser les bulletins de prévision à titre occasionnel. Sachant que je prends quand même une grande partie du travail parce que je suis investi pleinement dedans et qu'eux ont également des études à gérer à côté. D'accord, très bien. Et donc je vois que vous couvrez aussi, nous on le voit, je dirais que nous, déjà nous trois, que ce soit Alexandre, Jessie, moi-même, on a l'habitude de vous suivre, de toute manière. Et puis je pense que peut-être certains de nos auditeurs, qui sont pour la plupart, je dirais aussi, il y a quand même des passionnés de météo, je pense certains vous suivent également. On voit que vous couvrez également la Suisse, le Luxembourg et la Belgique. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix d'une couverture aussi vaste, je dirais? Pour être honnête, j'ai décidé de prendre la Belgique parce que, à titre personnel, je suis juste à côté de la Belgique. Donc, habitant à Lille, la frontière est à peine quelques kilomètres.
Donc je me sentais assez proche de la Belgique, j'y vais assez souvent. Je me suis dit bon allez, comme c'est frontalier et comme en plus une partie des Belges parlent français, on va inclure la Belgique avec. Et puis du coup, je me suis dit bon, prenons le Luxembourg aussi. Et ensuite, oui, tant qu'à faire. parce que c'était pas le cas au début. Au début, il y avait la France, la Belgique et le Luxembourg. Et puis par la suite, j'ai ajouté la Suisse en me disant qu'il y avait des francophones aussi là-bas. Bon, ils sont pas très très nombreux pour être franc, à peu près 1% de visiteurs viennent de Suisse. Mais c'est toujours ça de prix. Et puis comme c'est des pays frontaliers, ça nous permet de faire les prévisions dans leur ensemble. On n'a pas spécialement besoin de faire d'autres cartes avec d'autres zonages. On peut tout faire dans un ensemble. Donc finalement, on peut couvrir 3 pays frontaliers sans prendre particulièrement plus. Bien sûr. Alexandre et Jessie, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Hein. C'est vrai que je suis assez impressionné du parcours d'Alexandre, parce que comme il a dit, ça fait quand même 7 ans et demi. Donc il a commencé ce projet. Et ce qui est impressionnant par rapport à d'autres prévisionnistes, on va dire, qui se sont essayés, la météo, qui ont créé un site, qui ont eu d'autres activités, ça n'a jamais duré très longtemps. Alors que le site Météo Express, ça fait des années, et on voit que c'est pas prêt de s'arrêter, et que ça continue, et ça montre aussi aux auditeurs qui nous écoutent, qui sont aussi pour la plupart d'entre eux passionnés par la météo. Ça montre aussi que avec du travail, de la persévérance, de l'ambition, eh bien, quel que soit votre projet, on peut y arriver. Hein. Donc c'est vrai que Alexandre a su nous le montrer, enfin le prouver même par l'intermédiaire de son site et de ses collaborateurs aussi. Oui, mais c'est vrai que je pense que tout le monde peut avoir un site et peut réussir, que ce soit un site ou que ce soit une page Facebook, parce que certains se cantonnent à des pages Facebook et ils le font très bien. Je pense qu'effectivement, avec du travail, avec de la persévérance, n'importe qui peut réussir, et d'ailleurs, il y en a quand même pas mal qui réussissent. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est une question de passion aussi. Il faut que vous ayez vraiment la passion pour pouvoir faire ça au quotidien. Parce que je connais certaines personnes qui sont intéressées par la météo uniquement lorsqu'il se passe des phénomènes importants. Le fait est que quand on gère un site pendant 7 ans, comme c'est mon cas, malheureusement, des fois, on traverse ce que j'appellerais des traversées du désert, c'est-à-dire des périodes où il se passe rien, où on a un anticyclone qui va rester bloqué pendant 3 semaines. C'est vrai, et pour autant, on doit continuer à faire des prévisions au quotidien, être toujours aussi investi, malgré le fait que on n'a pas grand-chose à raconter. Et c'est là que la passion vraiment intervient et va faire toute la différence, parce que quelqu'un qui n'est pas totalement passionné va peut-être se désintéresser un petit peu et sera un peu moins motivé lorsqu'il se passera rien, que quelqu'un qui est vraiment passionné et qui va être capable de s'investir à 365 jours par an, sans rechigner au travail. Ouais. Non, mais c'est sûr. Alors d'ailleurs, il y a un animateur, parce qu'on peut pas être tous sur Skype en même temps, un autre animateur qui s'appelle Noël, là, qui en tout cas, qui te félicite, Alexandre, pour les vidéos que tu fais tous les jours. Donc, merci. C'est gentil. Et puis ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est le graphisme des cartes. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose. C'est vrai. Je pense qu'on doit souvent te le dire. Hein. Oui, c'est vrai. On ne le dit pas seulement, on me demande souvent de les donner. Oui, voilà, je me doute aussi de ça. Ça, c'est autre chose. C'est un peu tiré de celle de TF1, en fait. C'est très lisible, on comprend tout de suite. Hein. Tout à fait. Je me cache pas du tout que ça a été 100% inspiré du graphisme de TF1. Bien sûr. C'est pas du tout un mystère, mais si je me suis inspiré du graphisme de TF1, c'est parce que pour moi, dans la télévision française, et même quand on regarde les télévisions américaines, voilà, c'est vraiment les plus compréhensibles, et je voulais quelque chose qui parle vraiment. On est complètement d'accord. Qui soit très simple à comprendre, parce que c'était de loin la meilleure idée. Oui, c'est vrai, et en plus, c'est vrai que c'est attrayant, en plus, pour l'œil. Je dirais, c'est attrayant pour celui qui cherche simplement à savoir la météo qu'il va faire demain ou après-demain. C'est bien délimité, on a des délimitations qui sont claires. C'est vrai que pour moi, idéal. C'est le meilleur compromis, sachant que pour ceux qui ont connu Météo Express durant les premières années, donc ça remonte à un paquet de temps, et bien sûr qu'il y en ait beaucoup, mais pour ceux qui l'ont connu, au début, il y avait des cartes à pictogrammes, donc c'était pas aussi précis, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on a des cartes à pictogrammes, des fois, la limite entre 2 pictogrammes n'est pas toujours bien définie. Exactement. Et on hésite, on sait pas trop quoi mettre. Est-ce qu'on met plutôt ce temps-là sur ce pictogramme de gauche et ce temps-là sur celui de droite? Et finalement, on se rend compte qu'on perd en précision, alors qu'avec un zonage, là, c'est pas compliqué. On met une zone, on fait le tracé précisément où on veut le faire.
Et comme ça, ouais, parce que là vraiment les délimitations c'est n'importe quel point sur la carte, Mm. d'avoir son temps sensible et de ne pas avoir à se référer à un pictogramme. Exactement, parce que vraiment les délimitations là sont vraiment très très bonnes quoi. Hein. C'est le cas de le dire. Ouais, c'est mieux finalement. Ah oui, c'est mieux de sûr. faire Oui, comme ça. je pourrais pas le faire par exemple avec des pictogrammes, ne serait-ce que lorsqu'il y a des phénomènes localisés, par exemple des effets de fun entre les vallées et les montagnes, je peux réussir à faire les délimitations avec les traits, alors qu'avec des pictogrammes, ça serait absolument infaisable. Ouais. Et c'est vrai que ça serait même, ça prendrait plus de temps finalement. Oui, c'est vrai. Ben, je me suis rendu compte parce que finalement, je me suis dit, bon, allez, on va créer ces cartes-là avec ce nouveau style. Peut-être que ça me prendra plus de temps. Mais finalement, à l'arrivée, j'avais prévu de prendre plus de temps, et ben, ça ne m'en prend pas vraiment plus parce que c'est plus rapide à faire. On cherche pas, on perd pas de temps avec à se demander quel pictogramme privilégier pour quel temps. Là, on remplit, on trace, on remplit, et puis c'est fini. Donc finalement, ça prend quasiment le même temps qu'à l'époque où il y avait des cartes à pictogramme. Par contre, oui, on me demande souvent d'avoir le graphisme, mais malheureusement, je peux pas répondre positivement. Non, bah non. J'ai reçu des dizaines normal. Ouais, ça on imagine. Donc autant dire que si j'avais répondu positivement à tout le monde, on aurait des cartes du style de Météo Express absolument. Ah oui, non mais c'est pas possible. Mais ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. C'est une évidence. C'est évident. Et d'ailleurs, Noël me dit en interne que ça serait peut-être bien que les cartes de Météo Express se trouvent sur le site de Météo France à la place. Ah. C'est même meilleur au niveau graphisme. Ah bah, faudra leur demander, mais je suis pas trop intéressé. La fonction publique, c'est particulier. Vu que j'y travaille, je sais que. Ouais, bah oui. Oui, c'est sûr. Moi, ce que j'apprécie en plus, c'est que au moins sur les cartes de vigilance, la vigilance jaune, ça correspond à quelque chose, contrairement à Météo France où il n'y a aucun pictogramme. Et Oui, c'est appréciable. Ça, c'est un vrai problème, on va dire, avec la vigilance de Météo France qui, Ah ben on est d'accord. Ah bah ça complètement, hein. On en parle souvent nous, hein. On en parle très souvent. Voilà, ben, je vais vous rejoindre parce que pour moi, la vigilance de Météo France manque un niveau parce qu'il y a un fossé un petit peu trop important entre leur niveau jaune et leur niveau orange, parce que le niveau jaune sort un peu n'importe quoi. Voilà. On est d'accord. Alors que le niveau orange, représente vraiment une vraie alerte. Ouais. Et entre les deux, ben, des fois on a des phénomènes qui sont importants et qui valent pas nécessairement qu'on lance une alerte. Exactement. Le problème, c'est que avec la vigilance jaune de Météo Express, je peux le faire. Par exemple, ça a été le cas il y a 2 jours avec, même pas il y a 2 jours, hier matin avec les chutes de neige temporaires en Normandie. Voilà, ça valait pas un niveau orange. Et pour autant, je ne voyais pas ne rien mettre du tout. Bien sûr. Donc, c'est là que le niveau jaune est utile et a été utile. Comme ça, les gens ont pu être prévenus sans qu'on en fasse trop et qu'on leur dise non, on serait paralysé. Oui. Le Météo France, effectivement, manque. Je sais que le service météo suisse, par exemple, a 5 niveaux. Et à ceux qui me répondent que Météo France ne peut pas changer le système parce qu'il est inchangeable, je leur répondrai tout simplement pourquoi est-ce que les Suisses ont 5 niveaux. Ouais, puis, Oui. Ah ben non, il n'y a rien. Rajouter un pictogramme sur une couleur, c'est pas non plus l'exploit du siècle. Et en plus, bien souvent, l'été, quand on est en vigilance jaune, les gens ne savent pas pourquoi, et c'est que en fait, localement, il peut y avoir des orages, et notamment diurnes. Et ça, les gens ne savent pas. Ils ne savent même pas. Faut appuyer dessus pour voir ce qui est marqué, mais sinon les gens ne savent pas à quoi ça correspond. Le niveau jaune de Météo France, c'est trop banalisé, hein, c'est le problème. Voilà, le problème, c'est que beaucoup trop banalisé. Les vigilances jaunes ne passent nulle part dans les médias de Météo France. Bien sûr, c'est ça le problème. C'est tout à fait ça. Il y en a tellement souvent que finalement on pourrait les passer 350. C'est banal. Exactement, c'est banal, c'est banalisé complètement. Et pour les médias, ça n'a aucun intérêt de montrer quelque chose qui se reproduit 300 jours par an. Pas du tout. Parce qu'on peut quand même compter sur les doigts de la main durant un mois le nombre de jours où la carte est toute verte, ce qui n'arrive pas très souvent. Pas très souvent. Non. Donc ça reviendrait à montrer une carte avec des départements jaunes quasiment tous les jours. C'est ce qui fait que ça s'est banalisé et que finalement le niveau jaune ne correspond pas à grand chose malheureusement. Alors qu'il devrait être considéré dans certains cas particuliers. Alors du coup, Noël en interne me pose la question de savoir si est-ce que 5 niveaux de vigilance ça fait pas trop en fait. C'est exactement ce que je m'étais dit et c'est la raison pour laquelle sur Météo Express on n'en a que 3, mais qu'on a que 3 niveaux d'alerte. D'accord. C'est-à-dire que par exemple on peut dire que le niveau jaune de Météo France ne correspond pas à grand chose. Nous on a un niveau jaune qui correspond à une alerte d'un niveau inférieur au niveau orange. Et puis après, on a les 2 classiques, orange et rouge. Et on s'est donc limité à ces 3 couleurs-là. On s'est dit, en dessous, on va pas faire de zonage particulier.
Par exemple, c'est pas plus mal, finalement. s'il tombe 10 mm dans un département, bah, c'est pas grave, on met pas d'alerte, ça ne nécessite pas particulièrement une alerte. Alors que ces mêmes 10 mm dans un département vont pouvoir justifier une vigilance jaune sur Météo France. Ouais. C'est là, à ce moment-là, qu'on s'est dit, on va pas créer de confusion, on va prendre 3 niveaux d'alerte et on lancera des vigilances que lorsqu'il y a des phénomènes. Ben, en gros, le niveau de jaune, ouais, excuse-moi Alexandre. Mais en gros, si j'ai bien compris, le niveau jaune quand tu utilisais Météo Express, ça correspond, on va dire, entre guillemets, au niveau jaune qu'utilise la chaîne météo qui parle de risque important. Exactement. Ouais, ou un jaune un peu orangé. Un jaune légèrement. Un jaune un peu orangé, oui. Oui, si je devais le définir, ce serait un niveau qu'on placerait à mi-chemin entre le jaune et le orange. Voilà, c'est ça. Tout à fait, oui. On est d'accord. Ce fameux niveau que Météo France parfois hésite à enclencher. Ouais. Et n'hésiterait pas à enclencher s'ils avaient l'intermédiaire. Mais du coup, ils se disent, est-ce qu'on met le orange, est-ce qu'on met pas? Souvent, ils ne le mettent pas. Ou alors, ils le mettent. D'ailleurs, c'est pas si intense que ça. Ben oui. Mais alors, j'avais regardé parce que justement, je m'étais intéressé pas si longtemps que ça beaucoup à cette problématique. Et en fait, j'avais fouillé un petit peu dans le site de Météo France. C'est des questions-réponses qu'il y avait sur le site de leur vigilance. Et justement, il y avait cette question qui ressortait, pourquoi il n'y a pas de niveau intermédiaire? Et alors après, c'est un prévisionniste qui avait répondu, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais qui disait que justement, c'était pas pour être, pour éviter d'être trop tenté par le fait d'utiliser, on va dire, parce que eux, en fait, en gros, pour faire simple, ils voulaient séparer, donc, je veux dire, tout ce qui est jaune et vert d'un côté et orange et rouge de l'autre. Voilà. Et bon, et ce qu'il expliquait en gros, c'est que c'était pour pas être tenté par mettre, pour bien, si c'est un phénomène vaut vraiment l'orange, et ben sortir l'orange, et sinon, ben le mettre directement dans leur couleur jaune à eux. Mais c'est vrai que bon, c'est une explication, mais je pense que Météo France, c'est un sujet qui, dans leur réunion, ils doivent réévoquer assez clairement, parce que oui, évident, mais c'est évident. Ça fait débat. On en parle très souvent, et moi qui étais par exemple l'année dernière au forum de la météo à Paris, il y avait des représentants de Météo France, il y avait des questions-réponses, cette question-là est revenue, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de niveau intermédiaire entre le jaune et le orange? Et on nous répond toujours la même chose, c'est-à-dire c'est fait comme ça, on ne peut pas changer comme ça, c'est trop compliqué à changer. En gros, on nous fait comprendre que c'est une institution qui est indémodable et qui ne peut pas évoluer. C'est un peu pour des questions de... peu dommage. Voilà, c'est un peu dommage, effectivement, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui est figé et qui est gravé et qui ne peut pas changer. Tout à fait. C'est pour ça que je pense que ça ne changera pas, pour être franc. Oui. Même si je souhaite le contraire, mais je pense que ça ne changera pas. Non, moi je pense aussi. C'est dommage parce que des fois, on a l'impression qu'ils lancent la vigilance orange un peu trop vite et que justement, s'il y avait cet intermédiaire entre le jaune et le orange, ça permettrait aux gens au moins d'être prévenus qu'il y a un danger, mais qui est potentiellement fort, mais qui ne mérite pas l'orange, quoi. Alors que des fois, ils mettent l'orange pour rien. Tout à fait. C'est ce qui fait qu'on leur reproche souvent de mettre des vigilances orange un peu pour rien. Ou à l'inverse, de ne pas avoir lancé d'alerte alors qu'il s'est passé quelque chose d'assez fort, mais qui n'était pas spécialement énormissime. Qui était plus localisé, Voilà, et on a pas mal en plus d'épisodes comme ça qui sont un petit peu entre deux. Ah oui. C'est ça. Et pour Météo France, ça doit pas être très facile à gérer quand même, parce que soit on laisse jaune, soit on passe orange, sachant qu'il y a quand même beaucoup de conséquences qui vont derrière. Faut pas oublier qu'ils travaillent avec les préfectures. Avec les préfets, il y a toute une procédure. Le préfet quand même l'a dit, à nous qui sommes amateurs, parce qu'on peut lancer des vigilances qui n'ont pas spécialement de répercussions particulières. Exactement. Parce qu'à eux, ils ont tous les enjeux derrière. Ça leur complique la vie, je peux comprendre que ce soit pas évident, mais le système en lui-même ne les favorise pas non plus, parce qu'un niveau intermédiaire leur changerait la vie et leur rendrait sûrement la vie beaucoup plus simple. C'est un vaste débat, c'est sûr. C'est un vaste débat. Nous, on l'aborde très régulièrement à l'antenne, mais bon, je pense qu'on en reparlera encore pendant des années. Et il y a le même débat, enfin un autre débat, mais en fait pour changer d'échelle, entre le orange et le rouge aussi. Même s'il est moins prononcé, mais quand on a vu par exemple les terribles inondations qu'il y a eu en octobre, notamment dans le maritime, effectivement, à côté de Mandelieu, la Napoule, entre autres, où il y a eu des victimes, il y avait eu ce débat qui était ressorti. Alors Météo France avait dit on va se réunir ensemble avec la direction pour voir y réfléchir, voir si on peut changer. Alors c'est vrai que la fonction publique, l'administration, ça dure beaucoup de temps, des mois. Faut pas être pressé. C'est le problème. Mais bon. Après, sur le débat du orange et du rouge, je suis peut-être un petit peu moins tranché. Je considère que ça va encore globalement.
Oui, Oui. Parce que après, le pire, c'est que si on rajoute un niveau, Ah ouais, non. ça risque de perdre les gens parce qu'en plus, qu'est-ce qu'on met entre orange et rouge? Mais quoi? Et orange foncé. Ouais, c'est un peu. Oui, ça, non, mais après. Ça deviendrait un peu compliqué. Ouais. Et pour en revenir aux Alpes-Maritimes, là, pour le coup, je défendrais Météo France parce que c'était totalement impossible de lancer un niveau. Nous, on les a défendus aussi à l'époque. Voilà, au niveau des modélisations. Complètement. Impossible de lancer. Non, c'était pas possible. Il y avait orange, c'était pour moi très bien. Oui. Parce que les modélisations valaient du orange. Tout à fait. Mais c'était impossible, clairement, de mettre orange. Non. Surtout que le phénomène était vraiment très, très localisé. Exactement. Quand on regarde les cumuls, ça s'est vraiment passé sur 15-20 km. Ouais. Et c'est vraiment sur ces 15-20 km-là que ça a été dramatique. Ouais. Mais dans le reste du département, les gens s'en sont sortis très bien. Exactement. C'est ce qui fait que c'était vraiment pas possible. Mais après, je peux comprendre que pour le grand public, ils voient les images, ils voient les dégâts, les décès, et forcément, bien sûr, ça marche. Ils se disent, c'est quand même bizarre parce qu'on nous a pas annoncé un truc aussi. Mais c'est clair que pour un épisode aussi localisé, on pouvait pas mettre plus que du orange, ça c'est certain. Voilà, non, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais fait une vidéo là-dessus, lendemain du drame, quoi, pour expliquer un peu que c'était pas de la faute Météo France. Et bon, j'avais un peu critiqué, on va dire, les pouvoirs publics parce que c'était un peu responsable quand même. C'était les premiers à critiquer Météo France. Ouais. Et oui, cette vidéo a été censurée, ce qui ne m'étonne pas. Oui. Donc, voilà, j'ai pas pu plus m'exprimer. Alors, ce qui est bien sur RTM, c'est qu'on a encore cette liberté d'expression. Donc, voilà. Tant qu'on l'a encore, on en profite. On en profite, voilà. On essaye. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Mais bon, ça veut pas dire qu'on est là pour insulter. Ah non. Après, il est évident que les pouvoirs publics n'avaient quand même pas assuré ce soir d'octobre, lorsqu'il y avait eu l'alerte orange pour les Alpes-Maritimes, parce que je me souviens notamment qu'il y avait quand même eu un match de football à Nice. Ah, exactement. Et les gens qui ont quitté ce stade, d'ailleurs, qui est un match qui avait été interrompu, les gens qui ont quitté le stade, déjà une partie était restée dans le stade, faute de pouvoir sortir parce que dehors c'était la tempête. Ouais. Et les gens qui ont quitté le stade se sont quand même mis en danger. Et là, c'est le rôle des pouvoirs publics de dire, non, on annule le match. Il y a une alerte qui est lancée depuis 16 heures en plus, donc voilà. Bon, enfin, on va pas refaire l'histoire, mais ce qui a été choquant aussi à ce moment-là, c'est les pouvoirs publics, c'est-à-dire des politiques qui se sont déchargés complètement sur Météo France. Oui, exactement. Je citerai pas les noms, mais voilà. C'est ça qui nous a choqués. Et ça, pour moi, je pense que c'est de la maladresse du fait qu'ils ne connaissent pas toutes les possibilités. C'est aussi ça, également. Oui. Voilà. Et le problème, c'est que ces gens-là, si on leur faisait une petite formation d'une heure ou d'une heure et demie, et qu'on leur expliquait le pourquoi du comment le rouge était c'est aussi vrai. Peut-être que derrière, ils n'auraient pas critiqué. Mais je pense que malheureusement, le grand public n'est pas spécialement sensibilisé à la difficulté de ces cas particuliers de la météo. Qui font qu'on ne peut pas prévoir, on n'est pas des visionnaires, on ne lit pas dans l'avenir, et on ne peut pas savoir qu'à un endroit précis, ça va être plus fort que ce qui a été prévu. Et donc, je peux comprendre que les gens derrière se disent, c'est encore une erreur des météorologues, ils ont mal fait leur boulot, parce qu'ils ne savent pas comment ça marche et ils n'ont jamais fait de prévision de leur vie, donc ils ne savent pas à quel point ça peut être complexe. Mais pareil pour les politiques, mais malheureusement, les politiques devraient parfois se garder de faire des commentaires parce que ils ont forcément une portée qui est beaucoup plus importante. Je trouve ça vraiment petit de taper sur les météorologues, surtout dans des situations comme ça où on peut vraiment rien leur reprocher. C'est sûr qu'il y a l'urbanisme aussi qui joue son rôle. Oui, effectivement. C'est vrai que la Côte d'Azur, c'est une région qui est particulièrement urbanisée et ça va forcément pas aider du tout. Ça a même sensiblement aggravé la situation. Je vais complètement changer de sujet. Bon, c'est vrai que c'est un vaste débat, c'est très très intéressant, tout ce qu'on dit. On pourrait continuer toute la nuit. Ah oui, exactement. Donc mais je vais recentrer un peu le débat, si on peut dire. Je vais revenir un peu sur toi, Alexandre. Simplement, c'est une question, on va dire bateau, mais qui est intéressante à te poser. Quand est-ce que la passion de la météo t'a pris, en fait? Quand est-ce que ça t'a... J'imagine que c'est quand t'étais tout petit, on va dire, mais... Oui, exactement. C'est vrai que ça m'a pris extrêmement tôt parce que certains me disent... À quel âge? Il y a eu une tempête particulière, il y a eu une soirée d'orage, etc. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'être né avec, pour être honnête. Ah ouais, carrément. Je me souviens que lorsque j'avais, 3 ou 4 ans, s'il neigeait toute la journée, j'étais collé à la fenêtre toute la journée. Ah ouais. Et je préférais largement regarder les flocons tomber pendant 4 heures que les jouer. Ça me rappelle oui. Non, mais c'est quand ça commence tôt comme ça. Et je suppose, Alexandre, que, moi, je sais que ça s'est passé comme ça. Moi, ça m'a pris à 5 ans, aussi, très très tôt.
Et après, je sais que mes parents m'ont offert des livres. J'ai toute une quantité de livres. Et je pense que toi aussi, hein. L'enfant est passionné pour un truc, forcément. Voilà. Les cadeaux en conséquence, et tout ça ne fait qu'empirer la situation du point de vue de la passion. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui sont fans aussi de météo et qui sont aussi fans de Météo Express, qui sont présents sur le chat, d'ailleurs le chat RTM. Vous avez par exemple Johan de Météo Bocage qu'on salue, Jason de Suivi Météo Hot 11, ou bien Météo Oise. Vous voyez que ce sont des personnes qui créent aussi leur propre site internet. Ils sont actifs aussi, hein. Ils font du bon boulot aussi. Tout à fait. Bah oui, Johan avec Météo Bocage, hein, qu'on connaît très très bien. Jason, hein, c'est clair aussi, avec Suivi Météo Aude, très présent sur Facebook. On a Météo Oise, c'est Gwenaël, qui est donc recenseur de tornades en France, hein. Recenseur notamment actuellement pour Ouest Orage, notamment. Donc c'est des gens, on a que des passionnés quoi avec nous. C'est super quoi. C'est l'avantage de pouvoir parler comme ça à une communauté avec des rendez-vous précis. Exactement. C'est bien. Très sympathique en tout cas. C'est pour ça que ça nous tient à cœur de le renouveler très régulièrement. D'ailleurs honnêtement, à partir d'aujourd'hui, tous les vendredis, il y aura un invité, hein, sauf exception bien sûr. Et on a une liste, hein, on a des personnes très intéressantes qui vont venir aussi après toi, et donc voilà, on en est très heureux. C'est très bien. Je trouve ça vraiment très bien. Et Alexandre, quelles ont été tes études? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors moi, j'ai fait un simple bac ES. Ah oui, comme moi. Pour la petite anecdote, j'avais même fait un bac S. D'accord. Et j'étais tellement nul en maths que j'ai été réorienté. D'accord. Comme moi. C'est comme moi. Pareil. Si on est nul en maths, on peut pas réussir dans la météo. Voilà, moi c'est ce qu'on me disait aussi. Voilà. C'est plus, je veux dire, la météo, c'est plus la science physique, en fait. Oui, c'est vrai. C'est qu'on a besoin d'outils mathématiques, mais les maths pures en elles-mêmes. Ouais, non, c'est vrai. Exactement. On est complètement d'accord. Mais ça fait que le bac scientifique, moi, ça m'a assez rebuté de voir le niveau des mathématiques là-dedans. Sachant que j'ai jamais été vraiment très intéressé par les maths. Disons que j'ai beaucoup aimé les maths lorsque c'était des maths concrets qui valent vraiment dire quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, calculer combien de dépenses vous allez faire sur une année pour tel et tel mois. Enfin bref. Lorsque c'est des maths concrets, ça me pose pas de problème. Lorsqu'il faut calculer des trucs qui sont totalement abstraits, les intégrales. C'est ça le problème. Exactement. Lorsqu'on va rentrer dans ce genre de choses-là, à partir de ce moment-là, ma logique ne fonctionne plus et du coup, je n'y arrive plus. C'est comme si je me disais, mais oui, mais ça sert à rien, donc finalement, j'arrive pas à comprendre. Et c'est ce qui a fait que j'ai l'impression de m'entendre. Mais la même chose pour moi. Pareil, la même chose. Tu t'appelles Alexandre, c'est pas pour rien. Non, mais Jessie, moi aussi, hein. Moi, à l'école, j'ai fait un bac ES, hein, également, tout comme Alexandre, que j'ai obtenu, et à l'école, on n'arrêtait pas de me dire, Fabien, moi, j'étais déjà plus que mordu de météo, et on me disait, écoute, Fabien, tu pourras jamais faire, t'es nul en maths, t'es nul en physique, tu oublies. Alors, j'ai tellement oublié qu'après, finalement, je suis parti sur autre chose, je suis parti sur une formation commerciale, mais voilà, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, je me rends compte qu'on a quand même beaucoup de personnes qui aujourd'hui dans la météo font un petit peu le même problème, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez voir une conseillère d'orientation, si vous lui dites que vous aimez la météo, elle va vous dire que vous prenez S et vous prenez rien d'autre. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que tout le monde n'est pas capable de se bouffer des heures et des heures de mathématiques complexes et abstraites. C'est comme Gwenaël sur le chat qui nous dit que les mathématiques en licence, il connaît, il a l'expérience, il dit que c'est pire que la terminale, c'est juste horrible. Oui, ça m'étonne même pas, et honnêtement, ça me donne absolument pas envie. Non, c'est faire ça. Bon, après, c'est... T'es pas le seul, hein. Oh oui. mais oui, on n'est pas... Et après le bac ES, qu'est-ce que tu as fait, Alexandre? Alors, j'avais voulu faire une licence de géographie. D'accord, oui, c'est classique aussi. Voilà, voyant le succès que rencontre Météo Express, je me suis dit que ça ne servait peut-être pas à grand chose d'aller chercher des licences. D'accord. Et c'est très courageux quand même de se dire j'arrête les études pour continuer sur mon projet, parce qu'on peut se dire, même si ton site a beaucoup de succès, mais au tout début on peut se dire on prend des risques. Est-ce que tu as eu ce ressenti? Ah oui, c'est vrai que je me suis dit, déjà je me suis posé la question assez longuement. Je suis quand même allé en cours pas mal de mois, et pendant tous ces mois je me disais tout le temps, est-ce que tu as vraiment envie de continuer? Est-ce que tu peux déjà arrêter? Est-ce que c'est pas trop risqué? Finalement, aujourd'hui, je peux dire que ça s'est avéré payant.
Mais c'est vrai que sur le coup, c'est quand même un certain risque. Et, on se pose des questions, bien sûr. Entourage, ça n'a pas été bien accueilli par tout le monde. Une certaine partie de la famille m'a soutenu. Pareil pour les amis. Et l'autre partie, c'était plutôt, oui, mais non, tu vas rater ta vie, tu iras jamais loin avec un simple bac. Et c'est là qu'il faut se dire, bon, allez, je crois en mon projet, je crois que ça peut marcher. Et bah, je fonce. Voilà. Bah, la preuve, en tout cas, courageux, parce que c'est moi, courageux. Dans le passé, j'avais des projets comme ça, mais il y avait toujours j'ai préféré quand même continuer les études parce que j'étais peut-être moins courageux que toi, hein. Je me suis dit, je vais pas prendre de risques. Et bon, néanmoins, je regrette pas ce qui s'est passé dans ma vie, bien au contraire. Mais c'est vrai que bon, voilà, faut être courageux. Quand même. Ouais, complètement. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident à prendre quand même comme décision, mais je regrette pas évidemment avec le recul. Mais c'est pas facile parce que en plus vous avez souvent des gens à côté qui certains ne sont pas d'accord et vont plutôt vous tirer vers le bas et vont dire non n'arrête pas. Et il faut pas trop se laisser influencer, il faut plutôt suivre ce que tu as perçu. Exactement. Et j'ai quand même bien fait parce que je me rends compte que à partir du moment où j'ai arrêté les études, Météo Express a pris une ampleur beaucoup plus importante parce qu'inévitablement vous vous libérez des dizaines d'heures par semaine que vous pouvez ensuite atteler à travailler. Oui, et puis là, maintenant, tu peux t'as le temps pour le souci du détail, parce que bon, je suppose que tu es perfectionniste, hein, c'est bien normal. Oui, un peu trop d'ailleurs. Et donc voilà, donc tu peux. Parce que des fois, je passe vraiment beaucoup de temps pour pas grand-chose. Et je me rends compte, même moi-même avec le recul, je me dis mais pourquoi est-ce que tu as passé autant de temps pour faire quelque chose comme ça qui ne sera remarqué par personne, si ce n'est toi-même. Mais on en connaît quelques-uns là. Oh oui, on est tous pas on est tous comme ça. Mais c'est pas toujours marrant, franchement, c'est pas. Des fois, je perds du temps pour rien. Juste parce que j'ai ce souci du détail qui va m'obstiner si je le résous pas. Ouais, enfin en tout cas. Moi, c'est présent qui est comme ça, hein, parce que j'en connais d'autres. Moi, déjà, je suis comme ça, pareil. Moi, je suis chef d'entreprise, donc du coup, j'ai pareil. Hein, moi, pareil, je veux que ce soit parfait, donc je suis dans les champignons. Donc quand je les nettoie, je les brosse. Même s'il y a un tout petit grain, je veux à tout prix l'enlever. Hein. Le champignon soit nickel, qui présent. Et j'ai d'autres personnes que je connais qui s'appellent également Alexandre, et ils sont comme ça. Donc je pense que le prénom a un rapport, je pense. Il y a peut-être un lien, oui. Ouais, il y a peut-être un lien. Il y a peut-être aussi le fait qu'il y a beaucoup d'Alexandre dans la météo. Aussi. C'est vrai. Ça, c'est vrai, hein. Des fois, on a du mal à s'y retrouver, là, des fois. Nos auditeurs qui nous rejoignent sur le chat, hein, comme Kant Orage, qu'on salue, et qui félicitent aussi Météo Express et qui regardent les vidéos. Tout à fait. Je le vois régulièrement commenter sur la page. Donc, je lui passe le bonsoir et je lui dis merci pour sa fidélité. Voilà. Je lis tous les commentaires sur la page Facebook, même si parfois c'est pas toujours évident, parce qu'il y en a beaucoup. Ah, c'est vrai, quand il y en a beaucoup. Et j'essaye de suivre et de répondre à peu près à tout le monde, surtout en message privé. Oui. Des fois, c'est pas faisable. Vous recevez. Mais ce que tu fais, c'est aussi très important parce que c'est aussi montrer parce que sans notre public, sans nos auditeurs, sans nos auditrices, on n'est rien quoi. Donc c'est tout à fait. Pareil, on représente rien du tout sans eux. Le fait que je puisse aujourd'hui vivre ce que je. Voilà. C'est uniquement parce qu'il y a des milliers de personnes qui Exactement derrière. Et sans ces personnes-là, ça servirait à rien. Je serais en train de rater ma vie. C'est ça. Donc oui, faut jamais oublier ça. Ces gens-là. Jamais. Ouais. C'est comme ça. Alors, je vais te poser une autre question aussi. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans la météo? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort un peu du lot, un thème, je sais pas, les orages, la neige, je sais pas. Moi, pour être honnête, j'ai du mal à me départager entre deux thèmes particuliers. D'accord. Le premier, ce sera la neige. Ouais. Le deuxième, ce sont les orages. D'accord. J'aurais parié. Ouais. Parce que moi aussi, je suis un peu comme ça. Ouais, c'est un peu pareil. Non, moi, je suis plus sur les orages que la neige maintenant, quand même, personnellement. Ouais, parce que t'as été dégoûté de cet hiver, toi. T'as été dégoûté. Ah bah ouais, moi, je suis dégoûté. Ah ouais. C'est vrai qu'après les 3 hivers franchement, ici et les deux précédents, on a plutôt envie de répondre aux orages, mais j'en oublie pas quand même certains des hivers extrêmement sympas, notamment celui de 2012. Ah oui, pas si loin. Qui avait quand même été dans le Nord-Pas-de-Calais le plus froid depuis 40 ans et très très enneigé. J'avais quasiment passé près de 40 jours avec présence de neige au sol, ce qui est quand même exceptionnel. Et cette saison-là était restée dans ma mémoire et me rappelle au quotidien que la neige, c'est pour moi quelque chose de génial, qui malheureusement se raréfie un peu trop à mon goût. Ouais. Et sinon, les orages, ça reste une passion quand même qui est dévorante. Et que les modélisations s'emballent un petit peu à ce niveau-là, je ne peux pas m'empêcher de regarder chaque actualisation à chaque fois que ça sort et à scruter l'horizon, à scruter les radars pour voir.
Mais ce qui est bien avec les orages, c'est pour ça c'est un des phénomènes météorologiques qu'on préfère, c'est parce qu'on peut avoir à la fois l'activité électrique, on peut avoir de fortes précipitations, on peut avoir de violentes rafales de vent, aussi des chutes de grêle. Donc on a un petit peu tous les phénomènes, on va dire. Ouais. C'est ça, je pense, qui. C'est ce qui fait qu'absolument personne qui est intéressé par la météo ne peut rester insensible au phénomène orageux dans son ensemble. Oui. Tu as extrêmement intéressant. Ouais. Après, si vous arrivez à combiner orage et neige, pour moi, je suis preneur. Ah oui, alors ça c'est très rare. Plus difficile. Pour être honnête. Aussi, un seul dans les Alpes. C'est tout. Il y en a qui ont de la chance. C'est vrai que c'était vraiment très, très particulier. Et tu as déjà chassé un petit peu, Alexandre? Oui, alors, quand j'ai le temps, parce que pour être franc, souvent quand il y a des alertes aux orages, malheureusement, il s'est mobilisé sur le site. J'imagine, c'est pour ça que je te pose la question. Comme avec RTM, c'est pareil. Voilà. Ça, c'est vrai. Donc en fait, je sais quand des fenêtres s'ouvrent à moi, oui. Par exemple, que j'ai publié toutes mes prévisions, que tout est au point sur le site et que l'orage arrive dans un timing qui est plutôt cool. Par exemple, en seconde partie de soirée, pour moi, ça va. Mais si l'orage décide d'arriver à 18h, ah oui, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Je sais que je dois sortir mes prévisions dans les heures qui suivent et ça va pas être possible. On est d'accord. Et donc, je me contente de le regarder depuis la fenêtre, ce qui est très triste, mais je ne peux pas faire autre chose. Non, mais c'est. Non, mais et je me sentirais très mal si j'allais chasser et que j'abandonnais le site derrière. Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. C'est évident. Ça, c'est vraiment très bien. C'est vraiment génial comme comportement parce que. C'est professionnel. C'est pour ça que c'est professionnel. Voilà. Complètement. C'est ce que j'essaye de faire, en fait. Parce que finalement, je suis juste un simple amateur, mais j'essaye d'avoir un rendu qui est le plus pro possible. Ouais. Non, mais ça, je peux te le confirmer, moi. On confirme, hein. Et je te le confirme que c'est très professionnel. Ouais, vraiment. Merci. Je pense que c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire à ce niveau. Ah oui, complètement. Hein. Moi, je suis très, vraiment, je dirais, moi, ça fait longtemps maintenant que je suis Météo Express. Honnêtement, moi, j'ai mes préférences en termes de sites internet. Je les regarde pas tous, loin de là. Et moi, j'avoue, j'ai deux sites que je regarde en priorité météo. C'est Météo Express et Météo Paris, quoi. Voilà. Pour moi, c'est les deux qui passent en premier, quoi. Voilà. Ça me fait quand même plaisir d'être associé à Météo Paris parce que c'est quand même un site ou plutôt des sites qui sont des sites bien sûr très bien implantés et très bien gérés, notamment par Guillaume Séché et son équipe. Ouais. Et donc, voilà. Et puis, c'est vrai que Fabien et moi, on en fait partie. Bon, on en fait partie. Bon, après, je vais citer un troisième site que je regarde quasiment quotidiennement aussi. Bon, parce que en plus, la personne, c'est devenu un ami pour moi aussi. C'est la météo.org, hein, c'est Fred. C'est la base. Voilà, moi, c'est ce qui m'a, moi, honnêtement, Alexandre, on en parle souvent à l'antenne. Moi, quand j'ai commencé c'était vraiment au balbutiement d'Internet. Il y a eu, moi, les premiers sites que j'ai regardés, donc c'est la météo.org avec Fred. Et il me semble qu'il date de 1999. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et OrageNet qui était donc précédemment avant Infoclimat, quoi. Voilà. Donc tout a commencé ça là, quoi. Souvenirs, ça. Et Fred en plus, moi ça m'avait marqué. Fred m'avait marqué à différents niveaux. En plus, pour moi un des pionniers au niveau de la tendance saisonnière notamment. Donc voilà, tout ça marque. Oui, c'est vrai. Ah oui, ça c'est surtout pour ça qu'on regardait son site. Hein. C'est vrai, il faut reconnaître. Je me souviens que la météo.org est l'un des premiers sites que j'ai consulté lorsque j'ai été en mesure d'aller sur Internet, parce que c'est ça, hein. Très jeune, je n'ai pas connu les 1999, etc. J'avais 4 ans, alors j'allais pas sur Internet. Et oui, mais c'est vrai que c'est l'un des premiers sites que j'ai consulté, la météo.org, avec Infoclimat aussi qui est un indispensable. Ah, oui. Et puis évidemment, à partir du moment où vous voulez faire de la prévision, Météo Ciel s'offre à vous. Bien sûr. Oui, il y a pas mal d'incontournables comme ça. On est d'accord. Qui durent depuis longtemps et qui vont durer forcément. Et Alexandre, alors quels sont les événements météo qui t'ont le plus marqué depuis ta jeunesse? Est-ce que tu as des dates précises en tête, des phénomènes météo en tête? Alors pour moi, il y a une date surtout qui ressort du lot et qui est le 25 mai 2009. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Ah si, oui. Voilà. C'était, alors pour vous remettre dans le contexte, c'était la toute première fois que Keronos, par exemple, sortait son niveau 4. Ah oui, d'accord. Oui. Ça me revient, oui. Ouais. Donc voilà, c'était en fin mai, on avait des remontées d'air chaud sur une grande partie de l'Europe, et puis un tel vague s'est amené par l'Espagne, et puis on a eu une énorme dégradation orageuse du sud-ouest jusqu'à la Belgique.
Et ça a été pour moi de très loin la dégradation la plus violente que j'ai jamais vue. À cette époque-là, je ne chassais pas parce que je vous laisse faire le calcul en 2009. Si j'ai 20 ans en 2016, j'étais pas spécialement en âge d'aller chasser. Mais donc j'ai vécu ça depuis chez moi. Et ça a été quand même en soirée quelque chose d'exceptionnel. Je me souviens qu'il y avait 8 supercellules distinctes qui avaient circulé entre la Picardie et le Pas-de-Calais. Et Gwenaël s'en souvient, ce Gwenaël, donc, qui est recenseur de tornades, donc qui officie pour West Orage, plus connu sous le nom de Météo Oise. Il habite justement en Picardie, hein. Il habite. Oui, alors là, il a. Et lui, les supercellules, là, c'est d'ailleurs, lui, il me fait remarquer sur le chat, c'est grâce à ces orages qu'il est devenu passionné. Hein. Voilà, il le dit. Moi, ça fait qu'1 an et demi que je suis en Picardie, donc j'ai pas connu ces orages. C'est vrai que c'était une vague orageuse, mais vraiment très très impressionnante. Je me souviens, j'avais déjà Météo Express à l'époque, et pour être honnête, c'est peut-être l'une des seules fois où j'ai hésité à lancer rouge pour les orages. Parce que les modélisations étaient à la hauteur du phénomène qui s'est produit. Les heures qui ont suivi, on avait vraiment des modélisations vraiment très très impressionnantes. Et on sentait qu'il allait avoir un phénomène d'ampleur et vraiment très violent. Et il y a eu quand même des grêlons d'une taille de 12 cm qui ont été photographiés dans le sud du département du Nord. Et ça reste à ce jour les plus gros qui ont été photographiés en France. Donc c'est pas rien. Et puis, je vous laisse imaginer la taille d'un grêlon de 12 cm sur la tête. Je pense que vous finissez à la mort dans la foulée. C'est sûr. C'était vraiment quelque chose de très impressionnant. Et je me souviens de 2 salves orageuses qui sont passées sur l'île. La première avec de grosses chutes de grêle, et mes parents s'en souviennent parce qu'ils avaient fait réparer la toiture. Et la seconde salve avec énormément de vent et énormément de pluie. Et le tout dans un bruit énorme. Et je me souviens que les éclairs étaient de l'ordre d'un éclair à la seconde. J'ai pas vécu ça très très souvent ici dans le Nord. Donc pour moi vraiment la date marquante c'est 25 mai 2000. D'accord, ouais, c'est vraiment sans hésitation quoi. Ouais, clairement. Et après t'as d'autres dates quand même, une ou deux autres qui t'ont marqué aussi. Après on peut dire clairement le 11 mars 2013 avec la fameuse tempête qui circulait de la Manche jusqu'à la Belgique. J'imagine. Ouais. Là aussi pour moi j'avais jamais vu ça, autant de neige en pleine. Ouais. Oui, c'est vrai. C'était impressionnant. Surtout, je me souviens avoir veillé toute la nuit parce que les chutes de neige se sont renforcées le soir et ont duré jusqu'au lendemain matin ici sur le Nord. J'avais donc fait nuit blanche pour suivre ça et j'avais jamais vu des intensités de neige aussi fortes, en pleine en tout cas. C'était vraiment très très impressionnant. Je me souviens de la fenêtre de ma chambre qui était totalement tapissée de neige, qui avait été collée par le vent et par la puissance des chutes de neige. J'avais vraiment jamais vu ça. C'était vraiment très impressionnant et le fait de voir la ville paralysée le lendemain sous une couche de 20-25 cm avec des congères qui atteignaient 1 ou 2 mètres, j'avais l'impression d'être au Canada pour être honnête. Et c'était encore plus renforcé par le fait que ça se produisait au mois de mars. En plus. Un 10 et 11 mars, c'est quand même c'est rare. Ouais, c'est rare. C'est exceptionnel. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment exceptionnel et franchement, je pense que c'est l'épisode le plus marquant. Du coup, j'ai fait le tour parce que j'ai dit que j'adorais la neige et les orages. Voilà, je pense que t'as balayé là. C'est les 2 plus marquants pour moi. Après, il y a sûrement eu des trucs qui m'ont marqué aussi plus jeune, mais je serais pas en mesure de vous donner les dates. D'accord. Ouais, non, mais il y a pas de souci, La mémoire n'est pas aussi parfaite. Je vais faire une transition un peu pour. Je voudrais savoir un petit peu, toi personnellement, quel regard tu portes sur ce qu'on appelle le changement climatique. Enfin bon, plus. Alors, j'ai un regard qui est assez nuancé à ce niveau-là. Ouais. Pour moi, le réchauffement climatique en cours est indéniable, puisque on bat des records de chaleur tout le temps, sur tous les pays de la planète, tous les ans, tous les mois. Donc, quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de réchauffement, je pense que c'est quelqu'un qui vit dans le déni. C'est pas possible de nier le fait qu'il y a un réchauffement. Là où je serais peut-être un petit peu plus mesuré que notamment les experts du GIEC, c'est que je ne suis pas totalement convaincu que l'homme, comme ils le disent, est responsable. Alors, il y a quelques années, ils me disaient que l'homme était responsable à 100%. Et dans le dernier rapport, ils ont abaissé ce chiffre à 95%. Ça veut bien dire quand même qu'ils se disent eux aussi, bon, peut-être que c'est pas l'homme qui est à 100% la cause. Mais même le chiffre 95 me dérange parce que je trouve ça un peu trop important. Je pense aussi, Personnellement, je suis convaincu que l'activité humaine accélère le réchauffement, mais que même si on arrêtait toute émission de gaz à effet de serre, c'est-à-dire 0%, si on n'en émettait plus du tout, ça continuerait quand même à chauffer parce qu'il y a un réchauffement naturel qui est aussi présent. Et à mon avis, beaucoup plus lent et beaucoup moins fort.
et qui est amplifié par l'homme. À mon avis, c'est comme ça. Alors moi, je sais pas, Alexandre, ce que tu en penses. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans les conclusions du GIEC, enfin en général, c'est que on ne parle pas des cycles, des cycles climatiques, qui ont toujours existé, des cycles froids, des cycles chauds, quoi. C'est ça, moi, qui me dérange. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas imputer le réchauffement à l'homme, parce que je ne pense pas que les hommes de Cro-Magnon avaient construit des usines qui jetaient beaucoup de gaz à effet de serre. Non, franchement, non. À l'époque, il y avait des forêts tropicales en France, donc. Exactement. Il y a des vignes aussi en Paris. Quand on était au Moyen Âge, l'optimum médiéval, notamment. Quand même. Et oui. Pour autant, je pense pas qu'il y avait beaucoup d'industrie à cette époque. Non, pas vraiment, non. Donc c'est pour ça que je pense que c'est totalement stupide. Pourtant, c'est quand même des experts intergouvernementaux, donc c'est pas n'importe qui. Non. Ça. Et quand je vois que ces gens-là disent que l'homme est responsable à 100%, bon, ils sont un petit peu revenus en arrière depuis, mais je trouve ça totalement aberrant de pouvoir totalement nier l'histoire de notre planète et tout ce qu'on sait sur les évolutions du climat pour finalement un peu influencé par la politique. Oui. Voilà. Ouais, je pense. Faire du profit du fait qu'on culpabilise l'homme à 100%. Il y a des lobbies derrière, de toute manière. Enfin, nous. Il faut bien nous faire payer aussi. C'est sûr. Oui, exact. Oui. Enfin, nous, c'est un sujet qu'on aborde aussi régulièrement à l'antenne sur RTM. On l'a abordé notamment pas mal avant la fameuse COP 21. Bon, après, il y a des choses qu'on peut pas, on peut pas tout dire, bien sûr, évidemment. C'est une évidence. Mais bon, cependant, je dirais, on a tous un regard très nuancé là-dessus, quoi. Ça c'est certain. C'est vrai qu'il rejoint assez quand même. Oui. Ah oui, complètement. Il est quand même assez délicat de croire bêtement les rapports du GIEC. Enfin, même s'il y a quand même beaucoup de gens qui les suivent peut-être un petit peu aveuglément sans trop se poser de questions. Mais c'est pas possible d'imputer le réchauffement à 100% à l'homme. Pour moi, l'homme, il joue. Ah oui, c'est certain. C'est ça. On pourrait tous partir de la Terre, aller sur une autre planète et arrêter l'industrie, ça continuerait quand même. Je pense aussi, parce qu'il y a un réchauffement naturel. À mon avis, ça se réchaufferait quand même moins vite et moins fort. Mais ça continuerait quand même. Je pense. Et puis après, il y a d'autres facteurs qui interviennent aussi. Il y a l'activité solaire, par exemple. Il y a aussi d'autres paramètres. Il y a l'activité solaire, il y a toutes ces choses-là. Bien sûr. Il y a forcément beaucoup de choses. On a bien besoin d'électricité. Oui, c'est vrai. C'est pas non plus. Au Moyen-Âge. Je vais te poser aussi une autre question qui est pleinement d'actualité. On est en train de vivre un hiver hors norme. On va certainement finir comme l'hiver le plus doux depuis le début des relevés. Alors, je précise bien le début des relevés parce que il faut, je pense que là aussi. Je toujours lorsque je fais des bilans, je rappelle bien depuis 1900 parce qu'il faut pas dire depuis. Voilà. Parce que dans l'histoire de la Terre, il y a eu beaucoup plus chaud. Notamment vers l'optimum médiéval, par exemple, on a peut-être eu des hivers encore plus doux que celui-ci. Alors moi, je sais pas. Je te pose la question parce que moi, c'est bien sûr des questions que je me pose énormément. On les a évoquées à l'antenne avec Jessie, Alexandre. On est dans un contexte El Niño, El Niño qui faiblit cependant là maintenant petit à petit. Est-ce que alors c'est pas une question d'imputer complètement l'hiver doux à El Niño, c'est pas une question de cela. Mais comment toi par exemple tu vois son influence pour cet hiver, pour l'hiver qu'on a? Moi je pense quand même que El Niño a une influence qui est quand même assez visible à l'échelle hémisphérique. Je suis assez d'accord aussi. Je pense que ça influence quand même l'Europe, même si certains nous disent oui, mais non, c'est loin de l'Europe, ça ne peut pas influencer. Je suis assez d'accord. Moi aussi, parce que la météo, c'est indirectement, C'est souvent des liens de cause à effet. Je suis assez d'accord. Quelque chose qui se passe très loin peut influencer un autre continent ou une autre région du monde. L'effet papillon. Voilà, tout à fait. Et pour moi, il y a quand même une influence. Je suis assez d'accord. Ça joue en faveur des hivers doux, à mon avis. Après, de là à dire que ça va forcément imputer des hivers doux quand il est présent et quand c'est la Niña des hivers froids, non, peut-être pas. C'est pas aussi catégorique. Non, ça joue un rôle dans la récurrence des périodes douces, à mon avis. Parce que voilà, quand on analyse ce phénomène, on se rend compte quand même qu'il y a un potentiel influence jusqu'à une partie de l'Europe, et notamment pour nous, Europe de l'Ouest. Peut-être que ces effets sont un peu moins marqués vers l'Europe continentale. Je pense que nous, on est quand même influencés. Après, je ne suis pas climatologue. Alors nous, ce que l'on voit, c'est que ça a une influence non négligeable, notamment sur les hautes pressions subtropicales. Exactement.
Alors on le voit bien, et ça c'est clair. Donc Et c'est pour ça que je dis que nous, en Europe de l'Ouest, on est quand même pas mal influencé par ça, à mon avis. Après, on ne peut pas affirmer ça. C'est notre avis aussi. C'est notre avis aussi. Enfin, je sais pas, c'est mon avis en tout cas. Jessie, enfin Alexandre, je pense que c'est son avis aussi, un petit peu. Donc. Je partage aussi. Hein. Oui, je pense comme disait Alexandre, là, il y a un lien indirect, il y a un lien quand même. C'est peut-être pas directement parce que le phénomène. Non. Sous nos régions. Oui, mais en fait, ça influence sur un phénomène qui nous influence nous directement, et donc du coup, par ce phénomène-là, nous on est touchés directement. Voilà. C'est simple en fait. Mais il y a la synoptique aussi, hein, qui fait que. Ouais, mais El Niño, de toute manière, Mais Jessie. On a eu la même chose que ce qu'on a eu cet été, en fait, hein, tout simplement. C'est un peu la continuité de la récurrence depuis le début de l'été 2015. Du coup, si en décembre, on transvasait ça en plein mois de juillet ou au mois d'août, on aurait eu canicule qui aurait duré toute la totale. D'ailleurs, heureusement que c'est arrivé en décembre, hein, parce que les excédents heureusement. C'est évident. Mais on a eu une récurrence qui a commencé début d'été 2015, qui s'est poursuivie jusqu'à il y a pas si longtemps. Après, avec des courtes pauses, hein, on a eu une courte pause, notamment, on a eu une pause sur septembre-octobre, hein. On a eu une pause fin novembre, on a une toute petite pause mi-janvier, mais bon là on est en train de sortir un petit peu de ce type de configuration synoptique, mais on commence simplement à en sortir, hein, petit à petit. On y aura quasiment passé tout l'hiver et voilà. L'automne précédent, et on peut inclure aussi l'été, donc ça fait parce que si on se rend compte en fait de ce qui s'est passé, c'est qu'en fait les vagues successives de chaleur, voire même de canicule qui nous ont touchés, elles sont arrivées avec la montée en puissance d'El Niño, en fait. Donc, on voit bien quand même qu'il y a quand même une corrélation entre les deux, quand même. Bon, après, il y a une surchauffe planétaire manifeste. Bon, il y a certainement, El Niño n'est pas responsable à 100%. Il y a aussi le réchauffement climatique qui est un facteur dégradant, on va dire ça comme ça. Mais, pour autant, c'est clair que, voilà, c'est manifeste quand même. Si on se rappelle bien des derniers étés, ils n'ont pas été si exceptionnels que ça, hein. C'est vrai. Oui, non, comparé à 2003, par exemple. Ah oui, par rapport à... Oui, c'est sûr. Après, l'été dernier était très chaud, mais il est vrai que les précédents n'étaient pas... Voilà. Non. Ils étaient classiques. Non, contrairement à ce qu'on nous disait à l'époque, que tous les étés, on aurait des grosses canicules. Parce que depuis 2003, on attendait cette fameuse canicule qui est intervenue en 2015. Et c'est vrai que depuis 2003, on n'avait quand même pas connu de canicule aussi importante qu'on en a connu l'été dernier. C'est pour ça qu'aussi là, on vit un hiver hors norme, mais je pense, enfin, moi c'est mon avis personnel, je pense qu'il faut pas tirer la sonnette d'alarme pour les prochains hivers, parce que beaucoup déjà s'appesantissent en disant bon, on va avoir des hivers toujours sous un peu du même tonneau, on va dire ça. Moi, je dis non dans la mesure où il y a des variabilités, il y a l'activité solaire qui est vue de toute manière à diminuer jusqu'en 2022. On sera pas toujours dans une phase El Niño. Ça veut pas pour autant dire que la Niña c'est obligatoirement du froid, c'est complètement faux. Après, il y a d'autres facteurs aussi. Il y a ce qu'on appelle la QBO notamment. Et puis donc rien n'est, je dirais, moi je pense qu'on peut avoir des hivers froids nouveaux. Hein. Oui, mais tout à fait. Mais de toute façon, je dis souvent aux gens qui disent que la neige en hiver c'est fini, que maintenant c'est les hivers tout le temps. Je leur réponds souvent, mais écoutez, en 2012-2013, j'ai vécu l'hiver le plus froid depuis 40 ans à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais. Rendez-vous compte qu'en 2013, j'ai quand même vécu un hiver digne des années 70. Ouais, c'est vrai. Hein. Donc, et pourtant en 2013, ça nous paraît quand même pas très très loin. Bah non. Donc si ça s'est passé en 2013, ça peut se passer en 2017, Bien ça sûr. peut se passer en 2020. Bien sûr. Voilà, il y a forcément des hauts et des bas. Regardez les graphiques depuis 100 ans, vous verrez bien qu'il y a eu du très doux, suivi du froid, et puis ainsi de suite. Exactement. C'est forcément cyclique. Après, on ne sait pas, là on est sur le 3e hiver doux, on aura peut-être un 4e, peut-être un 5e, ou alors peut-être que dès le prochain, ça sera froid. Bah oui. On ne sait pas. Je mettrais juste un bémol sur le 3e hiver doux, c'est que l'hiver dernier était plutôt dans les normes. Hein. Oui, plutôt dans les normes. Il est vrai parce que je me souviens avoir fait le bilan de l'hiver à la fin de la saison et avoir été moi-même assez stupéfait du fait qu'il n'y avait pas d'excédent sur l'ensemble des 3 mois. C'est vrai. Et oui. Mais parce que moi, pour à ma petite échelle, je suis en Auvergne, donc je suis peut-être un peu moins concerné par la plaine, mais moi, l'hiver dernier, il a fait un petit excédent en décembre, mais malgré que j'ai eu pas mal de neige, notamment autour de Noël et à la fin décembre. Le mois de janvier était plutôt dans les moyennes, voire légèrement en dessous, et le mois de février était carrément en dessous d'1 degré quasiment, avec de la chute de neige à répétition et une quinzaine de centimètres pendant une dizaine de jours.
Donc c'est vrai que bon, et c'est vrai que quand que j'avais fait le bilan, moi chez moi l'hiver dernier avait été plutôt en dessous des normes, contrairement à ce qu'on voit. Et il faut le rappeler aussi que depuis 2000, enfin les hivers des années 2000 ont été beaucoup plus froids que ceux des hivers des années 90. Exactement. C'est clair. Oui, c'est vrai. Donc il C'est faut bien se dire que c'est ce qui. Et puis rappelez-vous de l'hiver 2005. L'hiver 2005 avait été terrible, notamment jusqu'à mars. Il avait fait super froid, hein, avec des moins 15. Non, mais c'est vrai. Pas mal de rayons, Non, hein. non, Moi je me voilà. rappelle encore de cet hiver-là. Non, mais c'est sûr. Oui, mais malheureusement, on tire des conclusions beaucoup trop hâtives à des Exactement. échelles beaucoup trop courtes. Exactement. Je pense que beaucoup de personnes, et même parfois certains professionnels qui Oui. commettent eux-mêmes des erreurs de C'est ne vrai. pas prendre suffisamment de recul et finalement de tirer des C'est vrai. conclusions beaucoup trop hâtives sur des bases beaucoup trop courtes. On sait bien que sur 3 hivers, on peut pas juger Non. ça parce qu'il y a eu 3 hivers doux. D'ailleurs, je pourrais très bien vous dire, mais en 90, 91, 92, il y avait eu 3 hivers très doux. Oui. Ça n'a pas empêché qu'il y a eu des hivers froids qui ont suivi. Mm. Il y aura des 90, hivers encore, c'est certain, c'est quasiment certain. Oui, tout à fait. Après, de là à vous dire quand, je ne sais pas, je m'avancerai pas sur le... Surtout quand on le voit depuis le début des années 2000, vraiment, on voit par exemple un flux zonal qui est quand même en diminution par rapport aux années 90. C'est vrai. Ah oui, déjà 90, on avait été zonal à la 2013-2014, si je me rappelle. Oui, Oui, c'est ça. si, oui. 2013-2014, c'était ça tous les hivers. Ah oui, 90, c'est vrai. les années 90. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est une succession de grosses dépressions qui nous arrivaient dessus comme ça, avec des coups de vent, Avec des La coups de vent, grande des chaleur. inondations, etc. voilà, inondation, très peu de gelée en pleine, voire même quasiment pas. Et puis voilà, alors qu'on a eu quand même de grandes variabilités de temps dans les années 2000. Quoi. On avait Ouais. des successions de dorsales, des coups de froid, ensuite redoux, derrière de nouveau des coups de froid. Mais j'ai l'impression que les coups de froid qu'on avait dans les années 2000 étaient beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants que ce qu'on a eu ces dernières années. Là. Enfin, je parle de cette année, de l'année dernière. Parce que Oui, c'est vrai. la même synotique il y a 10 ans et celle de maintenant, ben, on voit, ça donne pas la même chose. Alors là, par contre, et même on le voit pour la semaine prochaine, si on peut faire un peu de prévision en perspective, on voit bien qu'au niveau du froid, même un peu plus au haute l'altitude, on voit qu'il y a pratiquement plus de froid. Je sais pas si, bon, C'est on vrai. avance dans la saison Ouais. vraiment, mais les masses d'air très froides ne sont plus là. On s'est un peu dispatché un peu partout si on regarde. Hein. C'est clair. Ouais. Exactement. Enfin, Ouais. en tout cas, Alexandre, on te remercie. On était vraiment enchantés de te recevoir, quoi. C'était Et puis, un plaisir. les portes sont ouvertes. Hein, tu reviens quand tu veux. Ah, mais avec plaisir, pourquoi pas. Voilà. Et puis, avec grand plaisir. Je vois l'heure qui tourne, c'est comme tu m'avais Oui, dit. c'est pour ça, mais C'est pour ça que je vous allez de toute façon finir par vous couper dans les toutes prochaines minutes. Sauf si tu veux rester 5 minutes de plus, il n'y a pas de souci, mais Enfin, enfin, vous accorder 5 minutes de plus, mais pas plus. voilà, donc en tout cas, on est, Allons jusqu'à 22h05. voilà, bah écoute, il n'y a pas de, avec plaisir, quoi. Je voulais te poser une autre question aussi. Sinon, je voudrais juste poser une Oui. question, si tu me Dis-moi. permets. Vas-y. J'aimerais juste savoir quel modèle il privilégie pour faire son scénario ou avec ses collègues. C'est lesquels modèles que tu privilégies ou vous privilégiez s'il y en a plusieurs, hein, je sais pas. Alors, pour faire assez simple, à courte échéance, on privilégie surtout le modèle Arrow, qui Ouais. pour moi est de très loin le modèle le plus fiable, du moins pour la prévision. Je suis d'accord aussi, ouais. C'est évident. D'ailleurs, j'en profiterai pour préciser que je n'utilise pas du tout Arpège, que je ne trouve pas compétent. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas été très bon, Ensuite, pour ce qui est du plus long terme, je privilégie essentiellement le modèle CEP. Oui, Au bah, détriment de GFS, que je trouve un peu moins régulier. complètement d'accord aussi. On a les mêmes. Ouais, mais en fait, Ah. GFS, il fait le mot girouette parce qu'en fait, il a 4 sorties et du Voilà, coup, c'est vrai. Alors c'est qu'il a trop de sorties. exactement. Par contre, le GFS. Comme ça, et bah, du Ouais. coup, on se dit, putain, mais il nous donne pas la même chose sur 4 runs. Alors, on se dit, il est en mode girouette. Alors moi je rejoins complètement l'analyse d'Alexandre. Là. Enfin moi j'utilise les mêmes modèles, hein, puis j'ai les mêmes préférences qui sont basées sur des observations depuis assez longtemps. Mais le GFS quand même je le trouve intéressant, moi surtout pour déceler en premier, comme il sort 4 fois par jour, le long terme pour déceler un éventuel changement de configuration. Voilà, moi c'est surtout pour ça Non, mais Ouais, c'est tout à fait vrai. qui m'intéresse. Voilà.
Après, pour être très franc, c'est pas parce que j'utilise pas vraiment GFS que je ne le regarde pas. Oui, bah, j'imagine. Très souvent. J'imagine. Et notamment pour ce qui est, je sais pas si vous voyez sur le site, mais on fait ce qu'on appelle l'analyse technique. Ouais. Une analyse un petit peu simplifiée de la situation à 10-15 jours. Mm-hmm. Et pour cela, j'utilise souvent et GFS et CEP. Et on compare un petit peu ce qu'ils voient tous les deux D'accord. pour des échéances de 7-10 jours. Mm-hmm. Et il m'arrive souvent de faire des compromis un petit peu entre les deux. Mm-hmm. Ouais, c'est souvent le cas. Hein, après, je sais que par expérience, lorsque par exemple à une échéance de 5 jours, GFS et CEP ne sont pas en accord, parce que même durant mes prévisions, je regarde quand même l'avis de GFS, je sais que quand ils sont pas en accord, si je privilégie plutôt le scénario CEP, ça se vérifie quand même plus souvent que si je fais l'inverse. C'est vrai. C'est juste une expérience. Oui, vas-y, je laisse finir, pardon. Non mais c'est bon, c'est terminé. Et après, tu t'appuies avec les ensembles, non, pour voir le panel, et notamment. Voilà, pour ce qui est à long terme, évidemment, je regardais les ensemblistes de GFS, de CEP, parce que c'est important de regarder quand même l'ensemble, parce que si tu veux faire par exemple, notamment pour l'analyse technique, si tu veux faire une carte à 10 jours, et que tu regardes que les échéances 240 heures d'un déterministe, ça sert pas à non, pas vraiment, non. C'est bien qu'à 240 on est bien d'accord. L'actualisation suivante peut avoir totalement changé. Mm-hmm. D'où l'intérêt de regarder effectivement les ensemblistes qui au moins eux donnent une moyenne qui varie certes, mais qui variera beaucoup moins déterministe tout seul. Et les écarts types, c'est très important aussi. Oui, c'est très important, notamment dans la prise en compte de la fiabilité, de l'indice de confiance. Alors moi, je vais te poser une question. Bon, ça sera peut-être la dernière, mais c'est toujours sur les prévisions. Alors moi, je suis passionné de prévisions convectives, orageuses, quoi, notamment en période estivale. Alors bon, Météo Express n'est pas Kéronos, vous faites pas de la prévision convective à proprement parler, mais bon, après il y a des épisodes orageux à prévoir l'été. Est-ce que tu pousses aussi le bouchon à regarder des fois, comme de la prévision convective, à regarder des fois jusqu'à 40 paramètres ou des... Oui. D'accord, non mais c'est... C'est très franchement, et il m'arrive d'ailleurs lorsqu'il y a des grosses dévalations orageuses, de passer des heures et des heures. D'accord, ah oui. Parce que les paramètres, je regardais s'il n'y a pas un petit grain de sable qui se loge. D'accord, c'est un peu faire capoter le potentiel des trucs du genre. Ça m'intéressait de savoir, de te poser la question, bon, parce que par rapport à, je dirais, à votre activité, qui est forcément un peu généraliste, c'est normal, vous n'êtes pas spécialisé en prévision convective, mais je me disais, je suis quand même curieux de savoir s'il pousse le bouchon aussi à regarder le moindre détail. Voilà, la preuve que oui. Hein, donc... Et oui, et d'ailleurs, c'est pas toujours marrant d'avoir ce souci de ça jusqu'à la perfection, parce que ça me fait perdre un temps vraiment fou, surtout quand tu regardes plusieurs modèles, l'utilisation de ces modèles-là. C'est pas facile. Si tu les scrues dans leur intégralité, tu prends vraiment beaucoup de temps. Et il m'arrive des fois, lorsqu'il y a des grosses dévalations orageuses, de réserver ma journée, de ne rien faire de ma journée, si ce n'est de bosser sur Météo Express. D'accord. Mais oui, je pense que c'est important quand même pour la prévision orageuse de regarder beaucoup de paramètres. On ne peut pas se limiter parce que quand on est généraliste, bien sûr, après on peut pas toujours trouver le temps de regarder dans tous les détails, sous toutes les coutures comme peut le faire Kéronos ou d'autres. Mais voilà, donc c'est intéressant de savoir. Non, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup de paramètres pour la prévision orageuse, effectivement. Je pense que ça s'impose. Eh oui. En tout cas, encore une fois, merci encore, Alexandre. Merci à vous, en tout cas, d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. Et puis, comme je te disais, il y a 5 minutes, les portes sont grandes ouvertes. Tu reviens quand tu veux. Je peux vous dire que je reviendrai. Voilà, tu reviens quand tu veux. Et puis, ça sera avec grand plaisir. Et puis, ça sera avec plaisir aussi. Voilà, donc en tout cas, j'espère que les auditeurs et auditrices ont apprécié. En tout cas, on a beaucoup de passionnés avec nous ce soir. Notamment sur le chat, on a des passionnés qui doivent écouter aussi derrière, donc voilà, parce que le Météo Express est connu, quand même très connu. Après, bien sûr, il y a toujours une petite part de mystère derrière, parce que c'est vrai, mais c'est normal. Après, vous exprimez, tu t'exprimes pas plus que ça, je dirais, non, c'est vrai que en dehors de ton site. Présent, mais c'est bien, etc. J'ai mes raisons. Mais... c'est normal, mais après chacun. C'est pas une critique du tout, c'est pas une critique, Absolument. Pour être d'ailleurs totalement transparent à ce niveau-là, je m'exprime pas beaucoup parce que je trouve que ça parle un petit peu trop dans la communauté. Exactement. Un petit peu trop de chamaillerie, un petit peu. On est bien d'accord. À petite échelle. J'aime bien rester en retrait et pas trop. T'as complètement raison. Attends, mais ce que je te disais, Alexandre, c'était pas du tout une critique, bien sûr.
Et donc, ouais, non, mais c'est sûr. Après, puis mon prime à la discrétion aussi, prime au travail et à la discrétion. On est bien d'accord. Voilà, après, ça m'empêche pas de poster un truc si j'ai vraiment envie de le poster, mais il est vrai que je suis pas très actif là-dedans et n'importe quelle personne qui me connaît me verra rarement publier des trucs sur les réseaux sociaux, du moins pas en mon nom personnel. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Eh ben, on va peut-être te libérer. Enfin, en tout cas, merci de 3 minutes d'ailleurs. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir accordé du temps et puis on va faire une pause là. Justement, on reviendra juste derrière après un peu de musique là. On reviendra à l'antenne tous les trois, là, Jessie, Alexandre et moi-même. On parlera un petit peu météo quand même, la tendance aussi la semaine prochaine. Et puis, bon courage, hein, pour faire ouais, c'est compliqué. On va justement revenir dessus derrière. Et puis voilà, le temps de faire une pause, de dire, de saluer Alexandre et de revenir avec vous. À tout de suite.